Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Louis Gauthier, qui est fondateur des éditions Cornelius. Je suis également avec Ron et nous allons parler des éditions Cornelius, mais également d'un auteur qui s'appelle Mizuki Shigeru, juste génial et qui a créé pas mal de mangas, et en particulier un personnage qui s'appelle Kitaro le Repoussant. Nous allons parler de tout ça, bienvenue dans Extra Life. On attaque. Jean-Louis, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu et nous parler de ton parcours dans le milieu de l'édition? Parce que je crois que ça fait un bon moment que tu travailles dans ce domaine. Ça fait 22 ans. Je m'appelle Jean-Louis Gauthier, donc j'ai fondé les éditions Cornelius quand j'étais beaucoup plus jeune, un jour d'inconscience, et puis on s'est surtout fait connaître au départ avec des auteurs français type Lewis Trondheim. On était très proches de l'association. Et puis, ce qui nous vaut cette invitation aujourd'hui, c'est la publication d'auteurs japonais. Ça remonte à il y a un peu moins de 10 ans, on va dire. Okay. Ouais, c'est là qu'on a commencé. C'est venu sur une envie, mais disons que ça s'est pas fait plus tôt parce que j'avais la sensation que c'était impossible. Et puis, en fait, c'est d'avoir sympathisé avec un Japonais qui est devenu un ami, que je me suis rendu compte que je m'en faisais toute une histoire. Okay. C'était plus facile que ce que j'imaginais, en fait. Du coup, tu parles japonais? Non, je suis très, très peu doué pour la langue. J'ai essayé d'apprendre, et puis quand j'ai fini de mémoriser les katakana, j'ai arrêté. C'est très compliqué. Et puis, je me suis surtout aperçu que au Japon, je crois que ça fait plaisir aux Japonais quand on dit quelques mots. Quand on va plus loin, on rentre dans des rapports qui peuvent, du coup, changer considérablement. C'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est-à-dire quand tu balbuties un petit peu du japonais, c'est absolument charmant. Quand tu parles parfaitement le japonais, il y a tout de suite une espèce de mur qui se crée où c'est genre, pourquoi est-ce qu'il parle aussi bien le japonais? Et donc, il y a toute une culture, etc., qui est parfois difficile à percer. Il n'est pas évident de nouer de vrais contacts amicaux avec les Japonais. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. C'est ce dont je me suis rendu compte. Et au bout du compte, c'est peut-être plus facile d'ailleurs d'avoir des rapports amicaux quand chacun joue son rôle au final. Voilà, on a un gaijin au Japon et c'est plutôt plus confortable, je trouve, que de vouloir à tout prix pénétrer la société japonaise, ce qui est complètement illusoire. D'accord. Et du coup, quel est ton rapport, toi, personnellement, avec le Japon? Est-ce que c'est un pays que tu aimes particulièrement? Est-ce que tu es féru de culture manga? Quel était ton premier contact avec cette culture? Est-ce que c'était Tezuka? Est-ce que c'était Mon Mizuki? premier contact, Tezuka en partie. Moi, mon premier contact, comme beaucoup de lecteurs français de ma génération, avec le manga, c'est le Krikitu. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment le point zéro de ma petite culture en manga. Après, même si j'ai pu suivre... c'est là que j'ai découvert Tatsumi, Tezuka, voilà. Je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années à peu près. Et par la suite, évidemment, il y a eu les éditions Tonkam. Ça, on ne dira jamais assez l'importance qu'ils ont eue dans les choix éditoriaux qu'ils ont faits. Je ne parle pas spécialement graphiquement, mais c'est quand même eux qui ont imposé le sens de lecture japonaise, qui était absolument primordial, puisque sinon on retourne les dessins. Donc c'est quand même une trahison esthétique absolue, oui. Après, donc là j'ai lu du Tezuka à nouveau, mais je dois te dire que je suis très très peu connaisseur du manga mainstream, par exemple. Ma culture, c'est un peu Toriyama, mais voilà, non, je lis pas. Naruto, c'est pas mal, mais c'est vrai que je ne suis pas ces séries, je les connais très mal. Okay. Voilà. Il y en a quelques-unes bien sûr que je lis, mais très peu en réalité. D'accord. Quel était ton premier contact avec Mizuki Shigeru? Est-ce que c'était un ouvrage japonais, ou c'était une expo, Non, déjà, quand j'ai rencontré cet ami, qui s'appelle Asakawa, qui était éditeur à ce moment-là au Japon, on a beaucoup échangé par mail, et puis je lui posais des questions, ça m'a aiguillonné en fait. Évidemment, c'était aussi pour moi la possibilité d'aller au Japon, donc c'était mon premier voyage. En 2000 ou 2002, je ne sais plus exactement. Et
Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est possible d'éditer du manga. Après, j'aurais pu m'en douter puisque d'autres l'avaient fait avant, mais moi, je voyais vraiment la société japonaise du point de vue des Français des années 80, avec toutes ces émissions horribles qu'il y avait à la télévision, Jacques Martin, où on montrait les Japonais comme des gens tellement atypiques, tellement bizarroïdes. Soit sur la fourmilière, soit les... Voilà, il faut se souvenir... Soit les excentriques. Des propos d'Edith Cresson qui décrivait les Japonais comme des fourmis, enfin, bon, des trucs horribles, une catastrophe. Mais, enfin, du racisme, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que j'étais complètement, sans m'en rendre compte, imprégné de ces a priori. Et du coup, c'était vraiment un grand plaisir pour moi que de les rompre, en fait. J'étais un peu honteux de me rendre compte que j'étais quand même imprégné de ça, mais qu'il y avait aussi le moyen simplement de casser ces choses. Donc le voyage au Japon, le premier en tout cas, ça a été l'occasion de ça, de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience aussi que c'était pas du tout insurmontable que de vouloir simplement éditer des auteurs japonais. Et par contre, je me suis rendu compte très vite qu'il était hors de question pour moi de le faire sans avoir une phase d'apprentissage. La première fois que je suis allé dans une librairie avec mon pote et que j'ai pris conscience en fait du volume de ce qui avait été publié, ça a vraiment été un choc. C'était un petit peu comme la dernière scène des Aventures de l'Arche perdue, tu vois. C'était un Nakano, et donc on est rentré dans ce truc, et on a fait une librairie, 2, 3, 4, 10, 12, à Jimbocho, je sais plus. Enfin, c'était vraiment un choc. Et donc là, je me suis fixé, en fait, un temps donné, qui était 3 ans, pour apprendre. Donc je suis allé au Japon 2 à 3 fois par an à ce moment-là, et je faisais les librairies. Okay. Voilà. Et je ramenais des monceaux de bouquins évidemment, que je me faisais traduire. J'avais une culture graphique qui est assez ancrée dans la bande dessinée, dans la narration, donc je pense que ça m'a facilité la lecture, même sans le texte. En fait, je me basais souvent sur un résumé. Maintenant, j'ai pas mal d'amis japonais ou des amis qui parlent japonais, donc je sais de quoi ça parle, ils me donnaient le sujet. Parfois, il y avait même un résumé en anglais dans certains livres. Et du coup, ça me permettait de suivre un peu la lecture. C'est un peu comme moi pour le kabuki. Quand j'étais au Japon, j'avais le résumé en anglais, et ensuite j'appréciais simplement le spectacle en lui-même, parce que c'est tellement graphique, c'est tellement incroyable et rythmé, que c'était fascinant. Et sur Mizuki, donc du coup, ton premier contact, c'est un auteur donc, que moi, j'adore personnellement, parce que je tombe dans ces histoires avec une facilité déconcertante et c'est toujours une espèce de plaisir absolu. Tu vois, je compare ça un petit peu, genre le même plaisir que je peux avoir en regardant un John Carpenter au cinéma. C'est un truc qui est viscéral. Et c'est un auteur qui a une vie hallucinante, incroyable, et donc qui a beaucoup fait dans la bio, que ce soit des bios romancés ou des vrais bios, comme c'est le cas récemment avec la publication du tome 1 de sa biographie en 3 tomes. Mais c'est également quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le folklore japonais, et en l'occurrence avec les monstres japonais, les yokai, et qui a créé ce personnage de Kitaro le repoussant, qui est un petit gamin qui peut communiquer et interagir avec les yokai de façon très naturelle, et c'est un phénomène culturel. Au Japon, c'est juste énormissime. Donc toi, quand tu peux nous en parler un petit peu, parce que tu as visité la ville natale de l'auteur. Oui, tout à fait. Ouais. C'était durant les vacances. Voilà, donc Mizuki est né en fait, il a passé toute son enfance à Sakai Minato, qui est dans le Totoli, donc qui est la bonne campagne reculée japonaise, surtout après la guerre. Dans son autobiographie, il en parle quand ses copains, son père qui revient d'Osaka à Tokyo, il dit, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le métro. Donc ça reste encore un peu de la science-fiction pour eux. Et quand on va là-bas, qui est donc une ville portuaire, donc à bord de flot, et juste en face de l'entrée du port, il y a les montagnes qui sont dans la brume et tout ça. Donc quand on va là-bas, on s'imagine très facilement qu'on se balade dans la montagne, on se dit, on entend des bruits mystérieux, tout ça, et ça permet de comprendre que, oui, ils peuvent s'imaginer des choses et se dire s'il y a plein de choses inexpliquées qu'on ne comprend pas, ben c'est dû à cause de petits monstres, de petits yokai facétieux, plus ou moins méchants envers les humains,
qui bouleversent le quotidien et qui peuvent nous permettre d'appréhender le monde d'une certaine manière. Et donc c'est Mizuki, un de ses premiers dans son enfance, un de ses personnages primordiaux, c'est Nonamba, qui est sa nourrice, qui le promène un peu partout et lui explique tout ça. Si tu entends des pas derrière toi dans la forêt, t'en fais pas, c'est pas bizarre, c'est juste une créature qui s'appelle Beto Beto en japonais, et c'est celui qui te colle au train. Et voilà. Tout à fait. Donc Nonamba qui a fait l'objet, qui est sorti. Qui est sorti et qui a été une des premières explosions de Mizuki en France, non? La première. La première, et qui avait eu un grand prix, qui avait fait beaucoup de parler de lui. C'est le prix du meilleur album. Génial. Et donc voilà, qui a été, et qui pour le coup est c'est pas une autobiographie en tant que telle. C'est romancé. Et voilà, il raconte l'histoire d'un petit enfant qui s'appelle Shigeru, et évidemment c'est lui, mais c'est pas assumé en tant qu'autobiographie, comme peut l'être la vie de Mizuki, voilà, qui vient de sortir récemment. Ouais. Voilà. Et donc du coup, dans cette ville, il y a plein de petites statues des yokai, il y a un peu partout. Maintenant, il y en a combien? Voilà, il y en a une centaine. Ouais. Ils ont fait une Mizuki Road. Maintenant que Mizuki il a 90 ans, Mizuki. 90. Et donc, évidemment, c'est quasiment un trésor national vivant. La ville a deux poumons économiques qui restent la pêche, quand même, ça reste un port, et Mizuki, qui donc une rue commerciale complètement transversale de la ville, avec plein de petits magasins qui vendent les sandales de Kitaro, qui vendent plein de goods à l'effigie de Kitaro, et plein de statues de bronze qui ont été données par des mécènes ou des gens influents de la ville ou autres, ou les éditeurs ou autres, et donc qui représentent chacun des monstres emblématiques, donc Kitaro, le père de Kitaro, donc le père œil, le ratichon, et plein de tout ça, et même quand on arrive enfin à la fin de la ligne, des grandes lignes de métro, on est obligé de prendre la petite ligne locale pour remonter jusqu'à Sakaminato. Et là, sur cette petite ligne locale, en fait, tous les noms de villes et de gares ont leur nom de ville, Agarinichi, je sais pas quoi, mais aussi ont des noms de personnages de Kitaro. Et donc, voilà, Medama Uyaji-eki, et à la fin, Sakaminato, qui est le terminus, s'appelle évidemment Kitaro-eki, donc la gare Kitaro, qui est le terminus de la ligne. Et Kitaro, au Japon, tous les enfants connaissent. Et puis il y a également il y a beaucoup de jeux vidéo, il y a des dessins animés. Il y a d'ailleurs un Retro Magic qui a été récemment consacré, donc c'est pas Otaku qui s'en était occupé, à tous les jeux consacrés aux personnages. Et donc il y a une vraie richesse. Et du coup, donc, pour revenir, Mizuki, tu l'as découvert via Kitaro ou via plutôt ses ouvrages autobiographiques qui traitent de choses importantes comme la guerre via les livres de nouvelles surtout, en fait, parce qu'il a fait beaucoup d'histoires courtes. On a publié 2 volumes, j'espère en faire un 3e bientôt. Et puis surtout, je l'ai surtout découvert parce que j'ai, évidemment, dans ma phase d'apprentissage, j'ai demandé quels étaient les auteurs les plus importants. Sachant que je suspectais que certains auteurs majeurs pour les Japonais n'étaient pas forcément traduits en français. Et donc Mizuki, c'était son cas, ce qui était assez étonnant, puisque c'est quelqu'un qui a produit, qui est au moins aussi important que Tezuka au Japon, quoi. Surtout à un niveau sociologique même, parce que c'est lui qui a fait revivre la culture des yokai qui était en train de disparaître, qui était une culture jusque-là simplement orale. Voilà, c'est des petites grand-mères qui racontaient à leurs petits-fils tel monstre, mais il n'y avait pas de truc, et c'était considéré à la limite comme de la superstition des histoires de grand-mère. C'était sur le point de disparaître, et c'est vraiment Mizuki limite en travail de sociologie qu'il a réinjecté dans la culture populaire. Et c'est d'ailleurs son travail qui a amené à ce que des sociologues et des historiens se penchent dessus. Et il y a maintenant une chaire à l'université de Tokyo qui traite de ces sujets, du merveilleux en général. Donc voilà, évidemment Kitaro, je l'ai vu rapidement, mais je ne pensais pas pouvoir le publier parce que c'était tellement énorme comme personnage que je me suis dit qu'ils accepteraient jamais. Après, il se trouve que mes préoccupations personnelles en tant qu'éditeur, elles vont plutôt vers une bande dessinée qui s'adresse à des adultes. Kitaro, c'est vraiment, c'est aujourd'hui encore pour les enfants. Même s'il y a eu des aventures, je compte, il y en a 2 que je compte publier dans les années qui viennent, 2 histoires de Kitaro assez particulières qui sont parues dans Garo.
donc qui était la grande revue underground adulte des années 70, et où on voit un Kitaro totalement différent, qui fume, qui picole, qui a des histoires d'amour. Kitaro, je pense que c'est... non, c'est postérieur. C'est postérieur. Et ça va jusqu'à une histoire... Persona aussi, c'est quand même un style encore complètement différent. Ça, c'est antérieur. Effectivement, ça, c'est antérieur. Très Gettiga dans son approche. Oui, tout à fait. Mais celle dont je parle est plus tardive et finalement inclut l'influence de la jeune génération, des auteurs comme Tsuge Yoshiharu ou Tatsumi Yoshihiro. Et alors donc, voilà, j'espère publier celui qui s'appelle Vietnam War, où en fait c'est Kitaro qui va mettre un petit peu un peu d'ordre au milieu de la guerre du Vietnam. Et c'est un livre beaucoup plus politique qu'il a coécrit avec un scénariste classé à gauche au Japon. J'espère vraiment le faire, celui-là, il est très intéressant. Et de toute façon, Mizuki, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé énormément à la politique de son pays, donc que ce soit la Seconde Guerre mondiale, mais également, par exemple, l'avènement d'Hitler en Allemagne. Donc il a d'ailleurs consacré un ouvrage donc, à ce personnage historique qui est assez incroyable. Oui, qu'on a traduit. Mais disons que ce qui est très intéressant dans le parcours de Mizuki, c'est qu'il y a une cohérence d'ensemble, tout est lié. C'est un auteur qui s'est révélé en fait au fur et à mesure qu'il s'est aperçu que sa vie est extraordinaire. Donc au début, il a essayé de témoigner de ce qu'il avait pu connaître ou simplement dans les premiers temps, dans toute la période des librairies de prêt, il a fait des histoires assez horrifiques qui lui permettent d'expulser des hantises, des cauchemars, puisque son expérience de la guerre est très traumatisante. Et puis ensuite, petit à petit, il s'est rapproché de ces sujets souches comme ça. Donc la guerre, dans les années 70, il a fait un livre qui s'appelle Opération Mort, où il raconte, de la même façon qu'avec Nononba, il réinvente en quelque sorte son expérience de la guerre sans dire que c'est lui. Et pour aboutir à ça, il a d'abord fait cette biographie d'Hitler, en fait. Il s'est simplement posé la question de savoir pourquoi lui, il avait vécu ça. Pourquoi lui, qui était destiné à être simplement, dans le meilleur des cas, un artiste au fin fond du Japon, qui pouvait espérer éventuellement aller à Osaka, faire ses études à Osaka, pourquoi lui, japonais moyen, il s'était retrouvé balancé dans cette guerre qui ne le concernait pas et qu'il était devenu finalement la victime d'enjeux historiques totalement extérieurs à lui, allant jusqu'à être amputé. Il a dû il a perdu un bras. Il a été perdu au milieu de la jungle, en Nouvelle-Guinée, et il a dû sa survie au fait que c'est le seul de son bataillon qui avait sympathisé avec les indigènes qui donc se sont occupés de lui et l'ont sauvé. Et donc voilà, il a fait cette biographie d'Hitler aussi pour essayer de comprendre comment cet effet de chaîne, de cause à conséquence, l'avait amené à avoir ce destin. Et puis, ayant fait ça, il l'a fait aussi d'ailleurs à une époque où il se rendait compte que, alors même qu'on était dans les années 70, la guerre au Japon, en tout cas, était plus ou moins occultée, presque réinventée. C'est la grande époque où on voit apparaître des négationnistes au Japon, et où des gens... c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'il y a beaucoup d'Uchronie qui se crée, et si on avait gagné la guerre. Donc ce sont des romanciers qui inventent des histoires où l'Empire du Soleil Levant gagne la guerre, etc. Donc il a voulu faire ça dans un but à la fois pédagogique, mais aussi pour plonger au fond de lui-même, essayer de comprendre qui il était et d'où il venait, en fait. Sachant que c'est quand même l'évolution du monde qui l'a blessé et modifié. Ayant fait cela, il s'est bien rendu compte aussi que, au final, son expérience avait un intérêt. Et il a brisé, en quelque sorte, c'était une sorte de tabou du silence. Ça s'était fait sous forme de témoignage en littérature, mais jamais en bande dessinée, donc il a été le premier à franchir ce pas, et en faisant ça, à modifier aussi considérablement l'approche que les artistes de manga pouvaient avoir de leur art, sachant que c'est quand même un art considéré comme très commercial au Japon. Et ça, ce sont les deux livres qui ont complètement changé le rapport de Mizuki à la bande dessinée et à sa vocation. Et après ça, effectivement, il allait plus franchement vers des récits autobiographiques. Sa biographie, Vie de Mizuki. Et puis par la suite, il a consacré un livre entier à Showa, qui est donc le récit de la guerre, dans lequel il s'inclut lui-même, etc. Jusqu'à récemment,
crois qu'il y a une quinzaine d'années, il a fait un livre sur qui recense en fait tous les crimes de guerre commis par l'armée japonaise au cours du XXe siècle. Ce qui peut être amusant, c'est que la mosaïque qui compose sa vie est même complétée par sa famille. Il y a eu un drama qui raconte la vie de sa femme. Il y a sa fille aussi qui a écrit. Je ne sais pas si c'est un recueil de nouvelles ou si c'est un peu manga, mais je sais qu'elle a fait des choses sur sa vie avec son père. Donc c'est vraiment, on peut recomposer à travers plusieurs prismes et plusieurs témoignages. Et c'est intéressant parce que ça, au moment où il a fait ça, c'était quand même un auteur qui était plus débutant. Qui avait dépassé la quarantaine et qui, avec la fraîcheur d'un novice et d'un jeune auteur, abordait des problématiques autobiographiques qui étaient assez peu courantes au Japon et qui étaient plutôt exploitées à ce moment-là par de jeunes auteurs comme Tsuge que j'ai cité et comme toute cette génération comme Abe Shinichi, cette génération d'après-guerre, des années 60 en fait. Et 70. Donc c'est un auteur très important, effectivement. Et donc du coup, c'est aussi quelqu'un, Mizuki, qui a tendance à beaucoup, a priori, redessiner un petit peu. Donc il y a énormément, par exemple, d'éditions différentes de Kitaro au Japon. Donc vraiment beaucoup. Et comment vous avez fait le tri exactement? Ça a dû être un chantier, mais juste invraisemblable. C'est l'enfer. Déjà, toute sa première partie de carrière, celle où, après être rentré... Donc, quand il a été blessé en Nouvelle-Guinée, il est resté à peu près 5 ans sur l'île avant de pouvoir rentrer au Japon, comme beaucoup d'anciens combattants. Vous savez, à ce moment-là, donc, il y avait le protectorat américain, et donc il devait délivrer des laissez-passer, en fait. Donc, ils ont fait en sorte que beaucoup de Japonais ne rentrent pas dans leur pays. Donc quand il a pu rentrer, il est devenu dessinateur de Kamishibai, qui étaient donc des théâtres ambulants à l'époque où il y avait des petites scènes et il y avait un colporteur en fait qui faisait le tour des villages et puis qui racontait les contes en montrant ces images qui permettaient d'illustrer l'histoire. Et quand il est ensuite devenu dessinateur de manga, dans les librairies de prêt, qui est un système assez particulier où en fait c'était pas des éditeurs qui vendaient des livres, c'était des éditeurs qui produisaient des livres qui étaient ensuite loués dans des bibliothèques privées. Un truc complètement atypique qui n'existe qu'au Japon. Donc il a eu une première partie de carrière là-dedans pendant une dizaine d'années où il a dessiné beaucoup de récits d'horreur, où il a créé donc la première version de Kitaro, qui s'appelait pas tout à fait pareil, c'était Kitaro du cimetière si on le traduit littéralement, qui ensuite est devenu Kitaro le repoussant parce que le personnage a eu beaucoup de succès et il l'a refait ensuite pour un éditeur et ça a accompagné la mutation du marché, de l'édition, du milieu éditorial dans ces années-là. Et donc là il a tout redessiné. Il a redessiné les histoires de Kitaro. Alors parfois il reprenait des pages, il les redessinait partiellement, parfois il les redessinait entièrement, parfois il les a redessinés une troisième fois dans les années 80 pour les rendre à nouveau accessibles ou parce qu'il n'était pas content de son travail, etc., etc. Et sur le fond, je lui ai posé la question. Il a été assez évasif en fait, il n'y a pas d'explication véritable. Je sais qu'il y a des planches qui ont été redessinées pour être exposées par ses assistants, d'autres parce que les originaux étaient perdus. Mais en même temps, moi je suis confronté par exemple sur la biographie au fait que les documents sont d'une qualité très relative et très variable. Certaines pages ayant été dessinées dans les années probablement 70, originaux perdus, et là pas redessinés ou alors juste certaines cases. Donc on a des disparités dans la reproduction des documents qui est incroyable et on essaye de lisser ça en ce moment. C'est pour ça que le tome 2 tarde à paraître. C'est un enfer. Avant l'été. Il devrait paraître avant l'été, sachant que c'est en 3 tomes. Le deuxième tome s'attachant à la guerre. Mizuki part à la guerre à la fin du premier volume. Et puis donc le deuxième tome raconte toute la guerre en Nouvelle-Guinée, sa blessure, comment il survit grâce aux indigènes, les nombreuses années qu'il passe avec eux aussi, parce que c'est ça qui est totalement incroyable. Son retour. Et le troisième volume, qui est passionnant, et qui, Dieu merci, pose moins de problèmes en termes de documents, s'attache à raconter comment il est devenu auteur de bande dessinée. Et aussi, quelque chose qu'on peut souligner, c'est que c'est des beaux livres, quoi. C'est vraiment des ouvrages très très beaux qu'on a envie d'avoir dans la bibliothèque. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un plaisir de les avoir, quoi. Et vous avez été félicité par l'auteur lui-même pour la couverture. C'est vous qui avez choisi la case qui a donné lieu à Non, elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas? D'accord. Elle n'existe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on fait
c'est des recompositions d'images. D'accord. Donc c'est ce que j'ai toujours fait c'est simplement parce qu'il n'y a pas de documents non plus qui permettent de faire une couverture. Donc là, par exemple, cette case existe, mais bon, elle n'est pas en couleur, évidemment. La végétation ici, derrière, n'existe pas. Je l'ai prise dans un autre dessin et je suis venu le mixer, les arbres aussi. Je me rappelle plus très bien en fait de tout ce que j'ai fait comme manipulation. Mais bon, après... ça peut paraître, pour les spectateurs, ça peut paraître choquant de dire ça, évidemment, mais évidemment, c'est avec l'accord de l'auteur. Hein. Oui. Et je lui soumets, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Et puis lui-même a des assistants, donc c'est d'ailleurs assez rigolo parce que c'est la première fois en faisant ça. Je le fais aussi avec des auteurs américains, parfois même des auteurs français. Hein. Ça arrive très régulièrement que je compose des couvertures et que je les mets en couleur en général. Mais justement, les Japonais sont en général assez frileux sur ce genre de manipulation. Très bizarre, parce que souvent ce sont eux, effectivement, en tout cas les ayants droit qui sont les plus frileux, alors même que c'est un système en bande dessinée qui s'appuie essentiellement sur des assistants. Tous les auteurs de bande dessinée, de manga connus, ont 1, 2, 3, 4, 5 assistants. Tezuka, à un moment donné, il en avait 16 quand même. C'est pas rien, quoi. Mizuki, il y a encore quelques années, il en avait 3. Et donc c'est étrange. Et alors après, pour moi, c'était une expérience aussi assez amusante parce que du coup, je me suis retrouvé de considéré comme un assistant, ce qui est pas du tout un rôle négatif. Hein. C'est plutôt assez valorisé. En plus, Mizuki, il a eu des assistants prodigieux, Tsugeyoshi Haru notamment. Donc c'est très honorifique. Et effectivement, il aime beaucoup les couvertures. Dès Nononba, en fait, ça a commencé où je suis allé lui apporter le livre. Et c'était très marrant, sa réaction, c'était très très marrant, quoi. Que je lui ai donné le livre et que je l'ai vu réagir, et que j'ai vu surtout tout son entourage, parce qu'il y avait tout un aéropage autour de lui. Bon. Et j'ai vu leur réaction et j'ai compris que c'était, en gros, que c'était gagné, quoi. Okay. Enfin, que tout allait bien. C'est une belle histoire. Puis c'est complètement mérité. Et puis il y a une petite anecdote pour terminer. Donc ce volume de Kitaro n'est jamais sorti, donc en vente, tout simplement parce qu'une des raisons que l'œil ici sur le i donc est noir alors qu'il devrait être rouge. Donc pour dire un petit peu que vous êtes super méga pointilleux. Je suis bourré. Donc ça, moi, ça me fait plaisir, ce genre de détail où on sent vraiment l'amour du travail. Il y avait un autre problème à l'intérieur sur une case, pour être honnête, mais c'est vrai que bon, on a pu le refaire. Mais en tout cas, félicitations et merci beaucoup. Hein, et continuez à éditer du Mizuki parce que c'est juste un auteur qui est immense. Et ça fait énormément plaisir de plonger dans ces ouvrages. Que ce soit des ouvrages uniquement consacrés au yokai ou alors à sa vie. Donc c'est vraiment, et c'est un auteur qui est fascinant parce qu'en plus, par exemple, j'ai appris en lisant la préface de sa bio, donc sur sa vie, que en fait, sur sa bio, il y a certaines planches qui sont reprises d'autres ouvrages comme Nanonba, comme Opération Mort, et donc ça permet également de faire la part entre la partie autobiographique de ses précédents ouvrages et donc il remet en perspective un petit peu dans cette autobiographie, genre ce qui était réellement sa vie, en coupant un petit peu les parties fictives, et donc on retrouve dans la bio certaines pages, certaines cases qu'on a vues dans d'autres ouvrages. Et donc du coup, il y a tout un univers qui va avec le personnage qui est fascinant et qu'on peut s'amuser à défricher en lisant les différentes BD. Il faut rassurer les spectateurs quand même, c'est pas beaucoup. C'est une dizaine de pages sur, je sais plus combien, 400 et quelques. Ouais. Mais effectivement, c'est très intéressant de voir qu'il a choisi de conserver ces 10-là. Parce que dans Nononba, il a dit, ces 10 pages-là, voilà, ça c'est absolument vrai 100%. Et dans Opération Mort, c'est pareil, dans le deuxième volume, il y a 10 pages. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir accepté de participer à cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.